Rebonjour. Ce Paris Forum est tourné vers l'avenir. C'est avenir et performance au moment des Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'important. Cette table ronde qui va terminer notre matinée est importante. C'est un exercice de réflexion où on en sera dans le transport aérien en 2035. Liberté, flexibilité, durabilité seront des trois mots-clés du transport aérien en 2035. Pour imaginer là où on en sera à partir d'éléments crédibles qu'on connaît déjà aujourd'hui, j'ai Héloïse Comte, qui est la présidente d'Orage, qui est également ingénieur à MBDA, Jean-Baptiste Djebari, qui est ancien ministre des Transports également, qui est pilote de ligne. Pour nous, aviateurs, c'est un point important. Et Denis Mercier, qui est l'ancien commandeur suprême transformation à l'OTAN, Norfolk, qui a été chef d'état-major de l'armée de l'air et qui a des hautes responsabilités dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Je vais me tourner tout de suite vers Denis Mercier. La flexibilité, ça va être un paramètre important. Pourquoi, comment ça va s'exprimer? Merci. On se place en 2035, c'est un petit peu l'objet de ce qu'on a voulu dans cette table ronde. Et on pourrait parler de différents aspects de la flexibilité. Je vais en retenir trois pour être assez rapide. Le premier, c'est de se dire, finalement, quand on voit toutes les évolutions qui ont lieu actuellement, on voit des évolutions sur le carburant, on en a parlé ce matin, on voit des avions électriques avec des évolutions sur les batteries qui vont permettre de les utiliser dans un certain cas de figure. On voit des développements importants sur l'hydrogène et au bout du compte, la flexibilité, ça va être de combiner tous ces moyens et d'avoir une grande diversification de moyens qui pourront bien s'adapter en fonction des usages. Et cette flexibilité elle est importante pour les usagers parce qu'on se place sur le point de vue de l'usager, parce que les usagers pourront l'utiliser à la fois pour optimiser leur voyage, mais peut-être aussi pour optimiser leurs convictions personnelles dans ce qu'ils voudront, dans ce qu'ils vont faire quand ils utiliseront l'avion. Et cette flexibilité, moi je crois beaucoup aux écosystèmes complets, donc cette flexibilité des moyens aériens, qui va aussi d'ailleurs avec une plus grande flexibilité des moyens de les produire, eh bien, elle va aller avec celle des plateformes. Il y a quelque chose que je trouve extraordinaire qui nous amène la flexibilité, notamment dans notre pays et en Europe. C'est, cela dit, on voit ça aussi ailleurs, aux États-Unis, c'est une grande quantité de plateformes. Finalement, ces plateformes, on aurait pu se dire au début, on en utilise quelques-unes, elles sont difficiles à entretenir, il y a des grandes questions là-dessus, mais la flexibilité des usages, eh bien, elle va se plier aussi sur certainement une plus grande flexibilité d'utilisation de plateformes, des plateformes différentes. Pourquoi n'imagine-t-on pas, on est dans 10 ans, qu'on va traverser l'Atlantique en utilisant plus des plateformes sur la partie ouest, sur lesquelles on ira sur cette plateforme, soit avec de petits avions, soit avec d'autres moyens comme le train, etc. Et ce que j'aime bien avec cette flexibilité des plateformes, c'est qu'au bout du compte, à un moment, il s'agit de gérer des flux. Si on veut rentrer plus de flux sur une autoroute ou sur une voie ferrée, eh bien c'est impossible. Parce qu'il y a un moment, on bute sur une barrière. Dans l'espace aérien, on peut rentrer différents flux et à partir du moment où on a ces capacités de diversifier, y compris sur l'empreinte écologique, les appareils qu'on va prendre et puis la diversification des plateformes, et on pourra utiliser cet espace aérien, et cet espace aérien il est flexible, c'est-à-dire on ne va pas construire une ligne aérienne en se disant elle est bonne pour 100 ans puis on verra. On peut en fonction de l'évolution des technologies dont je viens de parler, eh bien, utiliser ces différentes plateformes de façon très flexible et avoir des adaptations. Et ça, je trouve que c'est une caractéristique essentielle d'ailleurs de l'aviation. Et puis pour s'appuyer là-dessus, parce qu'on parle de voyage, c'est finalement la flexibilité des usagers. Aujourd'hui, on pense encore, quand on regarde son voyage, on va sur Internet, on passe par des providers sur Internet, et puis, ou alors on passe par des agences de voyage. L'intelligence artificielle aujourd'hui, notamment je pense à l'IA cognitive, elle va nous permettre assez rapidement, sur ces bases-là, à partir du moment où ça sera renseigné, on sait déjà quel type d'avion on va prendre aujourd'hui quand on réserve un vol, mais quel type d'avion, quel type de carburant, quel type de plateforme, mais on pourra rapidement, avec ces outils informatiques, et notamment d'intelligence artificielle,
personnel, et programmer un voyage en fonction de ses besoins, en fonction de ses priorités personnelles, professionnelles, mais aussi en fonction de ses convictions, et notamment ses convictions écologiques. Et ça va avec la flexibilité des usages, et ça s'appuie sur ce qu'on vient de dire avant. Donc toutes ces flexibilités, elles vont permettre de mieux voyager, et elles vont permettre d'éviter qu'on fasse 4 vols dans sa vie, et on pourra en faire beaucoup plus parce qu'on pourra s'appuyer sur tous ces éléments-là. Merci Denis. On reviendra sans doute sur la flexibilité et comment on peut intégrer des paramètres respectant l'environnement dans la programmation du transport, ce qui va être un point très important. Et la flexibilité, ça va donner de la liberté. Alors là, je me tourne vers Jean-Baptiste Djebari. Cette liberté, comment vous l'analysez, cette demande de liberté? D'abord, on a vu qu'à contrario, et Denis le citait parfois, que des propositions restrictives des libertés, ça peut émouvoir, susciter de l'émotion légitime quand on commence à comprendre un peu cognitivement ce que ça veut dire pour soi et pour la société. Non, moi, j'ai la chance de voyager pas mal dans des pays en ce moment en croissance, en Asie du Sud-Est, dans la péninsule arabique, et donc j'ai un propos peut-être un peu plus décentré que ceux que j'ai pu tenir quand j'étais en responsabilité ici. Ce que j'observe, et si on veut penser un peu loin, en 2035 et au-delà, il faut essayer de penser à peu près droit sur ce qui va se passer à l'échelle du monde d'ici à cet horizon-là. Ce qu'on observe, c'est que d'abord, il y aura la liberté de déplacement parce qu'il y a des classes moyennes en émergence dans beaucoup d'endroits du monde. C'est déjà le cas en Chine, c'est demain le cas évidemment de l'Inde, de l'Indonésie, après-demain celui de l'Afrique, et on parle de centaines de millions de personnes dans les classes moyennes qui légitimement vont avoir envie de se déplacer pour satisfaire des besoins anthropologiques, se soigner, se divertir, se découvrir. Et moi je pense fondamentalement que le grand succès du transport aérien dans cette période de démocratisation qu'on a connue, nous, en Europe, il y a 40 ans, c'est cette capacité de connecter les hommes, de s'apprivoiser l'un l'autre et donc de faciliter la paix. Et dans les temps qu'on connaît aujourd'hui, on peut assez facilement se convaincre que se connaître, ça permet probablement de commencer à se comprendre. Donc moi, je pense qu'anthropologiquement, l'être humain est articulé à la liberté, que c'est une valeur qu'on doit chérir, que les faits démographiques sont assez têtus devant nous et que les scénarios sont possibles et sont de différentes natures. Il y a évidemment des scénarios d'attrition qu'on peut envisager pour plein d'événements, plein de facteurs exogènes. Il y a des scénarios du statu quo qu'on peut aussi envisager par manque de moyens, par manque de volonté politique, par retournement des événements politiques. Je pense que ces deux scénarios, ils sont certainement à éliminer parce qu'ils ne sont pas souhaitables, ni climatiquement, ni politiquement, ni sociétalement. En revanche, au milieu, et on y reviendra peut-être au moment du comment, il y a des scénarios de durée et d'intensité plus ou moins variables, notamment s'agissant de la décarbonation, et que ces scénarios de disruption technologique plus ou moins rapides, ils sont de changement des usages, de la façon dont se perçoit le voyage, se construit le voyage, de la flexibilité qu'a évoqué Denis, tout ça évidemment est à mettre au pot de la réflexion, et il faut certainement tracer là un chemin européen sur ce sujet. Merci. Héloïse, l'appétence de la société, et en particulier les portée par les nouvelles générations, c'est l'inquiétude. On a parlé d'anxiété tout au long de ce Paris Air Forum. L'inquiétude par rapport à la survie de la planète. Donc le paramètre environnemental, il est capital. Il amène le concept de durabilité. Comment à quel mot vous l'exprimez ? Je pense que tout d'abord, il est important de souligner qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses, comme vous l'avez dit, des nouvelles générations. Et donc ici, je vais devoir faire malheureusement des généralités. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une espèce de dissonance cognitive chez les jeunes générations qui ont très envie de voyager, d'aller loin, de rencontrer de nouvelles cultures. Comme l'a dit Jean-Baptiste Djebari, le voyage est vraiment un moteur. Mais qu'on est aussi de plus en plus conscient de l'impact environnemental de ces voyages. Voyager loin, peu importe le mode de transport, c'est polluant. Je pense qu'en 2035, j'ai confiance qu'en 2035, ces contradictions auront façonné des modes de voyage plus durables, plus responsables. Je pense qu'en 2035, il n'y aura plus des choses qui peuvent paraître absurdes, mais qui sont encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire des week-ends à New York, un aller-retour en avion, des vacances à l'hôtel, mais à l'étranger, type Club Med. Je pense
qu'il n'y aura plus ça. Je pense qu'il y aura des voyages toujours intercontinentaux, mais plus longs, peut-être prolongés par du télétravail et moins fréquents. Et j'ai confiance que les futures générations seront prêtes à payer le supplément pour avoir des carburants durables et limiter fortement l'impact de ces voyages. Je pense aussi qu'on a de très belles choses à voir en France et en Europe et qu'on va de plus en plus aller vers des vacances en France et en Europe avec le train et avec une aviation qui, en 2035, sera, pour des petits avions, électriques ou hybrides. Ce qui permettra de réduire à nouveau beaucoup les émissions. Par rapport à ce que vous disiez effectivement sur le monde qui peut paraître aujourd'hui assez inquiétant, assez anxieux, donc on parle effectivement beaucoup d'éco-anxiété, je pense qu'il faut agir. Je pense que cette ambiance peut amener à la déprime et peut paralyser, freiner l'action. Je pense qu'il faut vraiment s'efforcer d'être optimiste, s'efforcer d'avoir un esprit orienté solution, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je pense, à titre personnel, que la solution n'est pas que dans la technologie. On a énormément de pistes très sérieuses, très concrètes dans l'aéronautique, mais que ça va devoir être accompagné de changements de comportement. Et donc, notamment, on pense à la sobriété. Alors, Denis, je me retourne vers vous. Cette conjonction du changement de comportement et de nouvelles solutions technologiques, ça définit un petit peu la flexibilité dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Oui, et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Héloïse. Effectivement, ça sera une conjugaison de technologie et de sobriété, et c'est entre les deux. Et c'est là qu'on pourra se dire, et ça commence déjà à se dire, ben, je fais un voyage, ce voyage-là me permet de le faire de façon plus longue, donc je vais utiliser des moyens qui sont peut-être plus écologiques mais plus longs, ou alors c'est pas simplement la technologie, c'est des usages. On sait très bien que si on vole plus bas avec d'autres types d'avions, on génère moins de traînées. On sait très bien que, enfin, il y a un certain nombre de choses, et je pense qu'on va aller de plus en plus vers de plus en plus de transparence sur l'organisation des voyages qu'on va prendre. C'est ça la flexibilité, et que ça va permettre de se redonner la liberté de voyager en fonction de toutes ses convictions. Et ça, je crois que c'est c'est important. Et il n'y a pas de... c'est vraiment la combinaison d'un esprit de sobriété et la technologie. Si je veux faire un parallèle, aujourd'hui je suis dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on a de plus en plus de convictions qui nous permettent de nous dire, eh bien, il y a des projets que je ne prends plus, il y a des sourcings que je ne vais plus faire alors qu'ils sont moins chers parce qu'ils sont à l'autre bout de la planète, que je ne veux pas le faire, etc. Qu'on ne me dise pas qu'on ne sera pas capable de le faire dans sa vie personnelle si on est capable de le faire au niveau de l'entreprise. Et moi, je suis sûr que ces usages, à partir du moment où ils vont être proposés par cette flexibilité de moyens, je suis sûr qu'on va y aller, et ça sera une très bonne chose. Et puis ça redonne de la liberté de choisir. Planifier un voyage, ça sera peut-être plus compliqué, mais ça redonne de la liberté. Et moi, je trouve que c'est bien cette liberté d'avoir la main sur plein de choses. Et je crois que cette génération, enfin, bon, ça vous serez capable, Élodie, de le dire à ma place, mais a besoin de ça aussi. Alors, une innovation comme l'IA générative, comment elle va intervenir dans la construction de mon voyage? Denis. À partir du moment où il y a la transparence sur beaucoup de choses, c'est là que l'écosystème doit s'organiser. C'est les différents types de moyens pour arriver d'un point A à un point A à un point B, les différents types de carburant, les différents types d'usages que va prendre cet avion, sur les percées directes, sur les altitudes qu'ils vont prendre, ou si je prends un avion qui a du SAF, où il est fait ce SAF, et comment cet avion, cette compagnie s'est sourcée avec ce SAF, qui le fait, est-ce qu'il est fait de façon, est-ce que ce SAF il est fait d'une façon que je considère qui sera plus écologique. Aujourd'hui, de toute façon, on y vient parce que avec le devoir de vigilance, les entreprises elles sont obligées de renseigner tout ça. Donc tous les éléments seront là pour que les gens, à un moment, puisque si ces informations sont disponibles quelque part avec de l'IA générative, peut-être des programmes un peu adaptés, eh bien on saura aller les chercher, et donc on saura s'y adapter et on saura les utiliser, ces informations.
Je vous ai entendu tout à l'heure, Jean-Baptiste, et vous disiez qu'il y avait un prisme européen et ailleurs, puisque vous visitez beaucoup de pays dans le monde, au Moyen-Orient, en Asie. C'est pas du tout la même façon d'envisager la liberté de voyager. Non, mais parce qu'on n'est pas au même moment de notre développement et que parfois on a tendance à penser que nos préoccupations sont celles de nos voisins. Moi, quand j'étais ministre des Transports et que j'allais parler de SAF aux Brésiliens, en Afrique du Sud, en Égypte, en Inde, on était évidemment reçus de façon un peu différente. Et quand on a fait, je crois, maintenant 1 an et demi, une conférence à Casablanca, l'African Air Forum, on voyait bien que les considérations n'étaient pas du tout celles-là. C'était la reconstruction de la connectivité après Covid, et par exemple un pays comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui est en train de se construire sa connectivité qui est elle-même un des fondements possibles de sa prospérité future. Donc je pense qu'il faut s'efforcer toujours d'adopter le point de vue de l'autre pour essayer de le comprendre et éventuellement de le faire converger vers des objectifs communs. C'est ce qu'on fait sur ces sujets de décarbonation, mais toujours essayer de comprendre l'autre. Et en plus, dans notre cas, à nous, Français et Européens, c'est notre intérêt que d'essayer de faire converger tout le monde vers notre vision commune. Parce qu'on a une industrie aéronautique, civile et de défense qui est une des meilleures au monde. On est dominant industriellement sur l'aéronautique civile. Et si on est malin, organisé et qu'on sait mettre à profit nos compétences, on peut rester dominant avec l'aviation décarbonée pendant 30-40 ans. Et ça, c'est extraordinairement enthousiasmant. Et ça nous permettra aussi de peut-être mieux gérer les contradictions qui sont en chacun d'entre nous, c'est-à-dire cette différence probablement anthropologique et humaine entre l'opinion et l'engagement. Tout le monde est écolo et chacun continue d'essayer de faire ce qu'il veut et un peu comme il peut avec ses contradictions internes. Je pense que si, et évidemment ça n'empêche pas les sujets de sobriété d'être mis en avant, mais quand on est fort, quand on est dominant, quand on est prospère, on a plus facilement matière à concilier ses libertés et ses contradictions. Et on le voit bien dans la géostratégie du monde, bien souvent celui qui parle à la fin c'est le plus fort et le plus puissant. Donc dans notre industrie, on a la chance de rester très fort, dominant, de continuer d'innover et d'essayer de concilier, pour le coup, moralement des impératifs qui peuvent se contrarier, mais qui là se conjugueraient, qui sont l'impératif de durabilité avec celui de liberté et de flexibilité. Je vais me tourner vers Héloïse, puisque nous allons conclure ce plateau fil rouge. La nouvelle génération, votre génération, comment rêve-t-elle de la troisième dimension? Est-ce que liberté, flexibilité, durabilité, ça fait partie de ce rêve? Comment vous le résumeriez? C'est pas une question simple. J'ai envie d'être très optimiste. J'ai envie de dire que oui, aujourd'hui, on a des jeunes qui savent qu'ils sont capables d'avoir un impact, de développer des nouvelles technologies, enfin, d'agir à leur niveau pour aller vers un futur plus respectueux de l'environnement et en accord avec les accords de Paris. Merci. Eh bien voilà, nous allons terminer sur ces paroles optimistes du rêve de la troisième dimension, aborder la pause déjeuner. Nous allons prendre des forces pour écouter le programme formidable de cet après-midi et je vous dis à tout à l'heure.